On entend partout aujourd'hui cette phrase « il faut tout bloquer ». Il faut bloquer le système. Mais, chers amis, de quel système parle-t-on exactement ? Aujourd'hui, dans JM Analysis, nous allons donc nous arrêter un petit peu sur cette notion de système. Qu'est-ce que cette notion recouvre ? Ce qu'elle signifie dans notre langage politique et social. Et puis nous nous poserons aujourd'hui une autre question. Ce mouvement annoncé pour le 10 septembre est-il politique ou apolitique ? Derrière ces mots se joue sans doute la clé pour comprendre la portée réelle de la contestation qui vient. JM Analysis, un autre regard. Bon, ne nous cachons pas la tête dans le sol. Admettons-le, la situation politique d'aujourd'hui est totalement intenable. Nous ressentons tous une dégradation de la situation économique qui affecte nos proches, qui affecte nos familles et qui nous affecte nous-mêmes. Sans être bien sûr des spécialistes de tel ou tel domaine, nous voyons l'école s'affaisser, nous voyons les retraites baisser, nous voyons l'insécurité augmenter, nous voyons les hôpitaux réduits à la portion congrue, nous voyons malheureusement nos factures d'électricité qui grimpent, et toute la nation se pose la question, quand cela va-t-il s'arrêter ? Alors, les internautes, qui laissent souvent des commentaires intelligents, ont le sentiment que cette situation que je viens de décrire pouvait être évitée. Ils vont donc accuser, et on le voit dans les nombreux commentaires, ils vont accuser le pouvoir qu'ils nomment à présent le système, c'est-à-dire un ensemble d'institutions, de ministères, d'officines, de centres d'épargne, de banques, de juristes, un ensemble donc, qui est censé nous représenter, ou du moins être à notre service, mais le système nous interdit de nous enrichir, nous interdit de profiter de nos vies, nous interdit de jouir tout simplement de notre existence, quelque limitée qu'elle soit, ou alors nous empêche d'exercer nos libertés fondamentales. Ce qui fait que le sens de notre vie dans les sociétés qui sont les nôtres, c'est-à-dire les sociétés post-industrielles, c'est tout simplement la généralisation du salariat, nous le savons, et en même temps la précarisation du travail. Nous vivons tous avec ce que les politiques de droite ou de gauche nous demandent, à savoir travailler plus, tout en nous berçant de l'illusion qu'il y aura un gain après ces années d'efforts. Or, nous savons tous que c'est exactement l'inverse, que ces années de labeur qui sont les vôtres ne seront pas récompensées. Nous savons que l'horizon de la retraite recule indéfiniment, que nos remboursements de soins, les fameux remboursements, disparaissent progressivement, et que le concept de vacances n'est plus qu'un vain mot pour la majorité d'entre nous. Alors, pour mieux combattre l'ennemi, il faut savoir à quoi il ressemble. La notion de système, même si elle n'est pas fausse, bien sûr, cette notion est cependant trop vague. Certes, on peut très bien être un amateur de Matrix et analyser le système politique, mais on peut le faire à la lumière de la réalité et non pas de nos rêves hollywoodiens ou même de nos cauchemars. Tout d'abord, décrivons ce système, décrivons le mal, car il existe un mal, que d'ailleurs la droite comme la gauche en France s'emploie à combattre.
Et ce mal, c'est ce que l'on appelle la dette souveraine. C'est-à-dire une coquette somme de 3 300 milliards d'euros, qui représente à peu près 113%, ou un peu plus même, de notre produit intérieur brut. Donc faire de la politique en 2025, c'est tout simplement se poser la question, que faisons-nous avec cela ? Que faisons-nous avec une telle dette ? Cette question politique essentielle est bien à l'heure actuelle la question « que faire ?» Alors, d'où vient cette dette ? Elle ne sort pas de n'importe où. Il faut savoir que la dette n'est pas quelque chose d'anormal pour un pays. Tous les pays ont besoin d'emprunter afin d'investir. C'est tout à fait normal. Et la dette n'est qu'un emprunt. Il faut le voir ainsi. Or, en France, il y a eu plusieurs façons d'emprunter. On a pu faire appel tout d'abord à l'épargne des Français en demandant à certains ménages, à certains Français, de participer, comme on dit, à l'effort national. C'est ce qu'avait fait Édouard Balladur en 1993. Mais on peut être plus autoritaire et ne pas simplement inciter, mais obliger les Français à prêter une partie de leur argent. C'est ce qu'avait fait Pierre Mauroy en 1983, en ciblant certains ménages. Mais aujourd'hui, quand on s'endette, quand un État s'endette, quand il emprunte, il le fait, bien évidemment, auprès des marchés financiers. Donc, ce que nous appelons système, c'est avant tout le marché. Le socle principal de toute la politique française, hexagonale, mais également de toute la politique européenne. Les marchés, ils achètent, ils vendent, et ils achètent quoi ? De l'or, de l'argent, des devises, des actions et les dettes d'un État. C'est ce système du marché qui fait la pluie et qui fait le beau temps. Le système, ce n'est pas simplement la banque qui est en face de vous. Le système, c'est tout simplement ce marché capitaliste mondial que l'on nous a vendu sous l'étiquette de mondialisation il y a 40 ans. Or, il y a une chose à savoir, c'est que la dette qui nous accable actuellement n'est pas simplement le fruit du hasard ou le fruit du Covid. La dette a été entretenue et elle est aussi le résultat de certaines décisions politiques, comme le fameux « quoi qu'il en coûte » qui a significativement contribué à sa hausse. Par exemple, sous le règne du roi Emmanuel Macron Ier, la dette a augmenté de 1000 milliards d'euros. Et oui, attention donc avant d'accuser le système, il faut bien viser les auteurs. Il faut bien viser les malfaisants, c'est-à-dire ceux qui ont construit de tels déséquilibres. 1000 milliards d'euros de dette en 10 ans. Qui dit mieux ? Avec une dette aussi monumentale, nous devons payer les intérêts, ce que les économistes nomment dans leur vocabulaire la charge de la dette. Et ces intérêts s'élèvent à 55 milliards en 2025 et bien sûr, ils ne cessent de grimper. Ils atteindront sans doute 75 milliards en 2027. N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister. Expliquons la raison pour laquelle la dette est un mal. Vous allez me dire, puisque la dette permet des investissements, est-ce que ce n'est pas une bonne chose ?
Oui, bien sûr, sauf que lorsque la dette atteint de tels sommets, elle nous empêche de faire le bien. Elle nous freine, car nous devons payer au marché des charges de plus en plus lourdes. Nous avons donc, si vous voulez, beaucoup moins de marge de manœuvre pour financer l'école, pour financer la santé, pour financer l'adaptation écologique, la lutte contre la pollution, etc. Une dette monumentale comme la nôtre crée des chaînes supplémentaires qui nous interdisent d'agir dans le bon sens. Alors tout ce que je viens de décrire ici est factuel. De la Cour des comptes à Libération, de la droite à la gauche, tout le monde admet ce paysage inédit de la France et la nécessité de faire quelque chose face à ce mal politique que représente une dette colossale. Et le plan Bayrou, comme les plans précédents, le plan Barnier, etc., qu'est-ce qu'il fait ce plan ? Il propose des solutions pour résoudre le problème de la dette. Et c'est là que nous allons nous battre, chers amis. Car comme je l'ai dit dans mes blogs précédents, s'il y a unanimité pour reconnaître que ça va mal, à droite comme à gauche, s'il y a unanimité pour reconnaître que nous sommes endettés, que nous vivons tous un mal-être, et c'est ce qui fait d'ailleurs la force des mouvements civiques, comme les Gilets jaunes ou du futur 10 septembre, avec l'union des mécontentements. Si nous admettons tout cela, en revanche, dès lors que des solutions sont proposées pour réduire la dette, l'unité disparaît. Pourquoi ? Parce que vous êtes de droite ou vous êtes de gauche. Et les remèdes proposés diffèrent. Tout le monde reconnaît bien sûr le mal, à part peut-être Bruno Le Maire qui était plus intéressé par la littérature érotique que par l'économie, mais personne ne préconise les mêmes remèdes. Écoutons donc ceux qui se situent à droite. La voie de droite, qu'on pourrait appeler la pharmacopée libérale. Qu'est-ce qu'elle propose ? C'est d'abord la voie du gouvernement Bayrou. De la droite libérale, puisque bien sûr nous avons plusieurs formes de droite. Mais j'ajouterai que c'est également la droite que représente l'Europe. Derrière ce qu'on appelle le pacte de stabilité européen. Pour lutter contre le mal qu'est la dette colossale héritée du gouvernement Macron, la droite libérale propose quoi ? Une réduction des dépenses publiques. En gros, traduisons-le dans un langage que tout le monde va comprendre, il faut se serrer la ceinture. Ça vous dit quelque chose, non, ce slogan que nous entendons depuis des années ? Vous l'entendez partout. Bruxelles nous propose d'ailleurs une diète violente, réaliser 60 milliards d'euros d'économies en 2025. Limiter les interventions de l'État, réduire la dépense publique, préserver les entreprises et éviter de nouveaux impôts pour elles, bien sûr. Mais cette option droitière, ces médicaments donnés par la droite, ont des conséquences. Et les conséquences, nous les connaissons. Ce sont des coupes dans les retraites, des coupes dans les services publics, des coupes dans les aides sociales. Voilà pour la solution de droite. Maintenant, examinons la solution de gauche. La voie de gauche, elle, consiste dans le fait, non pas de réduire les dépenses, mais d'augmenter les recettes. Pour la gauche, lutter contre la dette, ce n'est pas réduire donc ses dépenses, mais bien augmenter ce qui rentre dans les caisses de l'État. Ce qui fait que la gauche, depuis de nombreuses années, propose de faire contribuer les ménages les plus riches et les grandes entreprises.
L'argument principal, c'est que ces entreprises ont déjà reçu, alors tout dépend des estimations des économistes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'elles ont reçu entre 110 et 210 milliards d'euros, c'est-à-dire le double ou le triple du budget de l'éducation nationale. La gauche veut donc prendre l'argent là où il est, à travers une taxation accrue du capital et des multinationales. Certains partis vont même, en France et en Europe, jusqu'à proposer l'annulation partielle des dettes publiques. Sujet intéressant, mais auquel nous devrions consacrer un autre podcast. Donc voilà la position typique de la gauche. On redistribue la justice sociale, on finance l'État par l'impôt plutôt que couper dans les dépenses. Alors, en nous appuyant sur cet axe recettes-dépenses, on comprend mieux pourquoi la situation actuelle en 2025 est totalement explosive. En effet, le gouvernement actuel cumule deux politiques qui pèsent sur tous les ménages, et surtout évidemment les ménages les plus pauvres, les plus modestes. Une baisse des dépenses publiques, je l'ai dit, mais également une hausse de la fiscalité des particuliers, notamment des classes moyennes, par l'intermédiaire des taxes, notamment des taxes indirectes, par la fiscalité locale, par la hausse des droits de mutation, par les taxes sur l'électricité. Ainsi, nous payons plus d'impôts, des impôts indirects par la TVA, la fiscalité locale, nous perdons des niches fiscales et en même temps, il y a moins de moyens pour les enseignants, pour la santé, pour l'écologie, pour la sécurité, pour la solidarité. Alors, voilà d'où vient ce sentiment que nous éprouvons tous, sentiment de déclassement aussi bien chez les anciens, qui voient leur retraite baisser, c'est-à-dire désindexée, que chez les jeunes qui peinent de plus en plus à accéder à la propriété. Il existe donc de nombreux éléments qui militent en faveur d'un ras-le-bol général. Il ne nous appartient pas, à nous qui sommes une chaîne de culture générale, de jouer aux prophètes, mais plutôt d'analyser les raisons d'un mécontentement qui semble dévastateur. Alors bien sûr, le problème des revendications qui viennent, des futures revendications, réside dans ce qu'ils nomment leur caractère apolitique. Vous avez tous entendu le fait suivant, à savoir les manifestations ou non-manifestations qui viennent, qui risquent d'arriver, sont des manifestations apolitiques. Or, ce terme d'apolitique peut avoir deux sens. Dans un premier sens, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement une méfiance. Une méfiance vis-à-vis de la logique des partis politiques, c'est-à-dire des partis qui siègent à l'Assemblée, des partis qui nous promettent des jours heureux, mais qui se limitent généralement à des péroraisons vides et inutiles. Ici, apolitique signifie tout simplement « je me méfie de la politique traditionnelle ». Signifie « je me méfie de ce qu'on appelle en France la politique politicienne ». En gros, ce que beaucoup de gens sont en train de dire à l'heure actuelle, c'est « ne touche pas à mon mouvement ». C'était d'ailleurs une revendication des Gilets jaunes. Les partis d'ailleurs politiques, en regardant ce qu'ils disent, ont bien compris, me semble-t-il, le message. Parce que ces partis politiques sont prudents. Ils disent qu'ils soutiennent, mais ils ne veulent pas, disent-ils en tout cas, dévoyer ces futurs mouvements. Est-ce qu'ils sont sincères ? Je vous laisse libre de juger. Mais le terme d'apolitique veut dire également autre chose. Apolitique peut vouloir dire également étranger aux affaires de la police, c'est-à-dire aux affaires de la cité, proche de l'individualisme
ou de l'action égoïste. En ce sens, le terme d'apolitique ne conviendrait pas vraiment, car toutes les actions qui auront lieu se dérouleront nécessairement dans un cadre politique, c'est-à-dire un cadre riche de revendications et d'initiatives. En vérité, chers amis, ce qui se profile, ce n'est pas une absence de politique, mais, espérons-le, une réinvention de la politique en dehors des carcans traditionnels.